Je suis Damas Selinou, master trainer du programme EMS de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun, en abrégé TCP Cameroun, désignant le sigle en anglais Teacher Training Programme du Cameroun. On reconnaît le bon ouvrier à ses outils. Les documents pédagogiques ne font pas l'enseignant, mais on reconnaît le bon enseignant par la qualité de ces documents pédagogiques. Si votre seul outil est un marteau, chaque problème ressemble à un clou, disait fort bien Abraham Maslow. Bonjour à vous, une fois de plus et bienvenue à cette première unité de formation intitulée Exploitation des documents pédagogiques du second module de formation, intitulé quant à l'unification des activités pédagogiques. Dans cette unité de formation, nous identifierons ensemble les différents documents pédagogiques dont vous aurez besoin en tant qu'enseignant de mathématiques ou bien tout à fait dans les écoles normales supérieures pour planifier vos activités au début de chaque année scolaire. En tant qu'enseignant de mathématiques du terrain ou élève professeur en formation dans l'une des écoles normales supérieures du Cameroun, il est évident que vous avez déjà entendu parler des documents pédagogiques et que vous avez une idée sur ces documents. C'est pourquoi, au début de cette unité de formation, nous appelons à votre esprit de leader, car c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre, disait Claude Bernard. En effet, qu'est-ce qu'apprendre à être, sinon apprendre à changer, à rompre courageusement avec ce confort et le conformisme où l'on était installé comme chez soi. Apprendre vraiment, c'est toujours désapprendre pour rompre avec ce qui nous bloque, nous enferme et nous aliène, dit bien Olivier Reboul. Les documents pédagogiques sont pour l'enseignant ce que les plans sont pour un architecte ou un ingénieur génie civil. En effet, les plans en architecture ou en génie civil permettent de représenter graphiquement et techniquement un bâtiment, un pont, un projet en prenant en compte les besoins et les désirs du maître d'ouvrage dans le but de mettre en évidence les caractéristiques du projet afin de faciliter sa réalisation. Ainsi, pour un enseignant de mathématiques, les documents pédagogiques sont les supports utilisés en vue de repartir et de préparer les leçons enseignées afin de garantir leur qualité, gage du succès de ces apprenants. À cet effet, quels sont ces documents? Combien en distingue-t-on? Quels sont leurs rôles? Pourquoi les utiliser? Comment les utiliser? Comment les concevoir? Certains de ces documents pédagogiques que nous allons visiter dans la suite de notre unité de formation sont intrinsèquement liés à la méthode pédagogique en cours. C'est pour cela, avant toute chose, nous allons présenter l'approche pédagogique en vigueur aujourd'hui dans le programme Cameroun et qui organise le contenu de certains de ces documents. Quelle est l'approche pédagogique qui organise les documents pédagogiques dans l'enseignement secondaire au Cameroun? La notion d'approche pédagogique est étroitement liée à celle des théories d'enseignement et d'apprentissage. En effet, une approche pédagogique est l'opérationnalisation d'une ou de plusieurs théories d'apprentissage. Les théories d'apprentissage ont été largement abordées à la deuxième unité de formation du troisième module et c'est pourquoi nous allons nous limiter ici à la présentation des deux approches pédagogiques suivantes. Il s'agit bien évidemment de l'approche par objectif, abrégé APO, et l'approche par compétence, en abrégé APC. Approche par objectif, approche par compétence. L'approche par objectif trouve son origine aux États-Unis dans l'enseignement technique, dans un contexte socio-économique de rationalisation des processus de production industrielle dans les années 1920, mais aussi dans le contexte théorique du behaviorisme. L'idée prônée par Ralph Tyler en 1945, initiateur de la pédagogie par objectif, est de proposer une organisation scientifique et rationnelle de l'éducation. Celle-ci doit adapter l'homme aux besoins et valeurs de la société et les traduire en objectifs. Concrètement, l'APO consiste à définir précisément les objectifs attendus
d'une séquence d'enseignement-apprentissage et de les décliner en sous-objectifs de savoir, savoir-faire et savoir-être que doit atteindre l'apprenant, contenu lié à ces sous-objectifs. Méthodes et outils mis en œuvre pour parvenir à l'objectif. Validation et évaluation des objectifs. Effectivement, l'APO dispose d'un ensemble d'avantages et de limites, un peu comme toute autre approche. S'agissant des avantages, d'abord, nous pouvons entre autres noter la programmation et la progression construite autour de l'activité de l'apprenant. L'approche par au-dessus représente un guide dans l'action pédagogique. La précision des critères d'évaluation permet d'approcher l'impact des valeurs. Ainsi, l'APO fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative. L'APO permet également d'établir les bases d'un apprentissage individualisé. S'agissant maintenant des limites, nous pouvons faire ressortir les suivantes. Entrée étroite par les objectifs qui peuvent isoler le comportement du contexte social dans lequel il est produit. L'élimination des valeurs humaines par l'illusion de la transparence, de la clarification des intentions. Le morcellement des contenus qui implique la perte d'un point de vue d'ensemble. L'apprenant est soumis aux objectifs de l'enseignant. Aucune place n'est réservée à l'imprévu. L'apport de l'apprenant se limite à exécuter. Il ne prend pas part à la découverte progressive des contenus en suivant son propre raisonnement. Dans le contexte de l'approche par objectif, on se focalise uniquement sur ce qui est observable, de facto. Ce qui n'est pas observable, comme le cerveau de l'enfant est considéré comme une boîte noire. Du fait de ce qui soit dans cette boîte que réside toute l'activité des processus intellectuels a permis une nouvelle approche de voir le jour. Il s'agit bien évidemment de l'approche par compétence. Parlons maintenant de l'approche par compétence, analogie à APC. L'approche par compétence constitue une réponse à la préoccupation d'apporter une solution aux problèmes et aux limites identifiées dans le cadre de l'approche par objectif. L'approche par compétence s'est développée à partir des années 1980 aux États-Unis. Son origine étant de développer des compétences chez l'apprenant en cohérence avec les perspectives constructivistes et socio-constructivistes de l'apprentissage. Une personne est compétente lorsque le traitement qu'elle apporte à une situation est viable, c'est-à-dire satisfaisant. Une personne ne peut construire une compétence hors situation et chercher ensuite à l'appliquer dans une situation quelconque. La démarche de l'APC consiste à instaurer un contrat didactique dans lequel l'apprenant est appelé à s'impliquer, à participer à un effort collectif pour réaliser de nouvelles compétences. Il a droit aux essais, aux erreurs. Il est invité à faire part de ses doutes, à expliquer ses raisonnements, ses angoisses même, à prendre conscience de ses façons de comprendre, de mémoriser et de communiquer. Les pratiques pédagogiques s'effectuent de la façon suivante. Une évaluation diagnostique d'orientation de début d'année, des apprentissages ponctuels à travers des séquences visant à développer des sous-compétences, des modules d'intégration intermédiaire ayant pour fonction la consolidation des acquis et la limitation à lacunes constatées. En fin d'année, on envisage un module d'intégration qui reflète l'objectif terminal d'intégration là. L'approche par compétence aujourd'hui, l'approche pédagogique en usage dans les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun. Les programmes sont donc organisés sur la base de cette approche. L'APC est construite autour des trois notions fondamentales, à savoir la notion de compétence, celle de la famille situation et celle des ressources. Intéressons-nous en tant soit peu à ces trois notions. Qu'est-ce qu'une compétence?
Une compétence désigne une capacité à réagir avec efficacité dans n'importe quelle situation donnée. Une capacité à mobiliser des ressources pertinentes pour résoudre des situations à problème, mais de manière simple. La compétence est la capacité à apporter une solution à un problème. C'est une intelligence des situations. Il est alors question de mobiliser des connaissances et des savoirs pour faire face avec succès à un problème donné. Qu'est-ce qu'une famille situation? Une famille situation représente toutes les situations de la vie présentant des caractéristiques communes. Qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource représente quant à elle tous les moyens utilisés ou bien utiles, nécessaires pour résoudre un problème ou par un individu pour surmonter une situation problématique. Les connaissances et les compétences sont des ressources cognitives. Les documents pédagogiques nécessaires à un enseignant de mathématiques afin de bien organiser une année scolaire, vous, en tant qu'enseignant de mathématiques, devez connaître et disposer des documents suivants. Vous devez former ce qu'on appelle la mallette pédagogique. La répétition de l'année scolaire. Le programme officiel qui est à la page de tout, qui décline la méthode et le contenu des enseignements de mathématiques. L'emploi temps individuel. Le manuel de la classe, tel qu'indiqué dans la liste des livres et autres manuels. Le projet pédagogique qui est une intention des activités que vous avez proposées. La progression, ou encore fil de progression, qui est présent l'ordre dans le programme traité sur vos activités. Voyons un peu plus en détail chacun de ces documents. Le premier document auquel on va s'intéresser, la répartition de l'année scolaire, qui est en fait un arrêté conjoint signé du ministre des enseignements secondaires et du ministre de l'éducation de base. C'est le premier document que vous devez posséder au début de chaque année scolaire. C'est un calendrier qui s'étend sur l'année scolaire et indique les différents découpages et congés, de même que le début et la fin des classes. Ce document est signé conjointement, je l'ai dit, bureau des ministres de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire et des enseignements secondaires. Alors, pourquoi avoir ce document? À quoi vous servira-t-il dans la pratique? La répartition de l'année scolaire vous permet principalement de savoir quand débute une année scolaire, quand elle se termine. C'est dans cet intervalle que se dérouleront toutes vos activités d'enseignement d'apprentissage des mathématiques, soit dit en passant. Il constitue le document de base pour la réalisation d'un projet de gestion ou alors d'un projet pédagogique. Le programme officiel de cours de mathématiques, c'est le second document auquel on va s'intéresser. C'est le second document que vous devez posséder absolument. C'est le programme officiel du cours de mathématiques. C'est un document qui vous permet d'avoir un aperçu et un résumé des thèmes abordés pour toutes les classes, et ainsi même les méthodes d'enseignement. En plus de ces différents thèmes à aborder dans chaque classe, ce document spécifie également pour chacun de ces thèmes des objectifs et la méthodologie pour les traiter. Depuis l'image à l'approche par compétence au commun, le programme officiel est organisé selon cette approche via la PC. Le programme fait ainsi un lien entre les mathématiques et le quotidien des élèves, c'est-à-dire la vie réelle. Le programme officiel est proposé par les inspecteurs pédagogiques en charge des mathématiques et les enseignants de mathématiques et validé par le ministre des enseignements secondaires.
Parlons maintenant de l'emploi à temps individuel dans l'établissement dans lequel vous serez vous exercer. Dans l'organisation scolaire, l'emploi à temps individuel joue un rôle de garant de l'ordre. L'emploi à temps organise l'enseignement. Il définit le service de l'enseignant tout en encadrant l'activité des élèves. De façon concrète, l'emploi à temps individuel est un document qui définit l'organisation hebdomadaire de vos cours et donc réalisé par les censeurs des établissements en collaboration avec les animateurs pédagogiques de chaque discipline. Vous basant sur ce document, qui est l'emploi de temps individuel, vous pouvez ainsi élaborer votre emploi de temps personnel qui incorpore toutes les activités de l'emploi de temps individuel établissement et d'autres activités. Parlons maintenant du manuel de la classe. Le manuel de la classe est indiqué dans la liste des livres et autres manuels. Selon la définition du Pierre Robert, 2003, le manuel est un ouvrage didactique présentant son format maniable les notions essentielles d'une science, d'une technique et spécialement les connaissances exigées par les programmes scolaires. D'après François-Marie Gérard et Xavier Rogers, c'est un outil imprimé intentionnellement structuré pour s'inscrire dans un processus d'apprentissage en vue d'en améliorer l'efficacité. Un manuel scolaire est donc un livre particulier qui peut être utilisé pendant la préparation des leçons de mathématiques, en salle de classe, pendant une leçon et même après pour des séances d'exercice. En tant qu'enseignant de mathématiques, vous pouvez utiliser le manuel scolaire d'une classe spécifique de deux façons différentes, à savoir comme guide de cours. Dans ce cas, c'est le manuel qui dirige et guide votre cours. Pour piocher des documents, un cours d'exercice à travailler. Le manuel est dans ce cas comparable à une banque de ressources vous permettant d'élaborer les activités à faire en salle de classe. Le manuel dans ce cas est un support vous permettant de préparer vos leçons. La liste officielle des manuels pour chaque classe et par matière est publiée à la fin de chaque année scolaire par le ministère des enseignements secondaires. En tant qu'enseignant de mathématiques, il est important et même nécessaire d'en prendre connaissance afin d'accueillir le manuel que vous pourrez utiliser avec les apprenants. Notre document n'est pas moins important qu'il s'agit du projet pédagogique. Un projet pédagogique ou un plan de travail est un document qui décompose le programme de cours d'une classe particulière. Il présente l'ordre séquentiel des différents thèmes, les ressources requises et les résultats attendus ou escomptés. Dans la pratique, un projet pédagogique fournit un aperçu du contenu intégral du cours prévu pour la classe, une liste séquentielle des tâches d'enseignement d'apprentissage, une relation entre le contenu et le document en tant que savoir matériel d'appui, les compétences attendues à la fin de chaque cours et en fin de formation, puisées dans le programme ou le référentiel de formation. Ce ne sont donc pas seulement les contenus en termes de savoir. Les méthodes pédagogiques pour développer les compétences visées, les modalités d'évaluation, les modalités de la différenciation, des parcours des élèves et la gestion du temps. Comme vous l'avez déjà pressenti, la proposition a donc pour objectif d'organiser votre travail d'enseignant. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, sans programmation, le danger est grand de ne pas avoir le temps de finir le programme par une navigation à vue. Cependant, il est important de souligner qu'elle n'est qu'indicative
En effet, une progression trop serrée, par exemple, calculée sur l'ensemble des semaines ouvrables, sans prise en compte des temps nécessaires des bilans de savoir, d'impondérables de toutes sortes, indépendant de votre volonté, les jours fériés, semaine de la jeunesse, le bilinguisme et ainsi de suite, journée internationale de lavage des mains, journée de philosophie, des examens blancs, et ainsi de suite, puis même les périodes de consultation pédagogique, on ne finit pas, vous pousse dès le départ un contrat non tenu. L'intérêt du projet pédagogique étant présenté, intéressons-nous dès à présent aux ingrédients et aux étapes que vous pouvez suivre pour réaliser un projet pédagogique. Pour élaborer votre projet pédagogique séquentiel, vous aurez besoin de la réputation de l'année scolaire en cours, comme on l'a dit, signé conjointement du ministère et du MINEDUC, du programme officiel justement de contenu de vos activités à mener, des textes officiels, la répartition des horaires quand ils existent, de votre emploi de temps individuel de l'année en cours, du manuel de la classe tel que prescrit sur la liste des ouvrages et autres manuels. Il est recommandé dans la pratique d'avoir également plusieurs ouvrages de mathématiques en dehors de ceux prescrits par le programme à titre de comparaison et même à titre d'exploitation, ainsi que les référentiels en mathématiques des classes précédentes et suivantes, et seulement avant de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui sera fait après. Un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec un accès à Internet et disposant d'un logiciel tableur sera un plus pour produire un travail collectif, communicable et susceptible d'ajustement avec vos collègues, les membres de votre cluster ou votre communiqué de partie. Si vous n'avez pas encore de telles compétences en informatique ou un tel travail collaboratif, souvenez-vous que MTTP peut organiser de telles formations pour votre cluster, car nous sommes là pour vous. Une bonne dose de courage, de patience et de motivation seront un atout. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un projet pédagogique? Comme vous le savez, il n'existe pas de recette miracle, ni un ensemble d'étapes formelles que vous pouvez appliquer en toutes circonstances, comme un cube magique pour toutes les sources. Toutefois, voici un exemple d'étapes que vous pouvez suivre. Étape 1, les préliminaires. La première étape, voici l'ensemble d'actions que vous pouvez mener dans votre équipe pédagogique. Identifiez le cycle. Parcourez l'ensemble du programme du avancé de la classe dont vous souhaitez réaliser le projet pédagogique. Divisez le programme de la classe en grandes parties. Ficelez, articulez autour des chapitres et des leçons, si ce n'est déjà fait dans le livre programme. Le recours au manuel de la classe peut ici être utile, nombre de chapitres, de pages consacrées à chaque chapitre ou partie. Vous pouvez diviser le programme par trimestre par exemple. Connaître le référentiel de l'année précédente vous permettra de vous appuyer sur les prérequis de votre classe. Pour faciliter la réalisation de cette partie, pensez à organiser les différentes parties dans un tableau. L'utilisation d'un tableur vous fera assurément gagner du temps. Passons maintenant à la deuxième étape, le découpage précis. Après le découpage préliminaire, vous pouvez passer à un découpage plus précis. Dans cette étape,
Les actions que vous pouvez mener sont les suivantes. Repérer dans la répétition préliminaire des concepts fondamentaux, des notions essentielles. Il est alors essentiel de s'imprégner du référentiel, d'y repérer les champs notionnels, les compétences à payer, etc. Repérer l'organisation de la classe, heure de cours, travaux dirigés ou travaux pratiques, la classe entière ou en groupe. Dans les textes officiels, travail en équipe ou avec des collègues plus expérimentés peut être particulièrement utile à ce stade. Pensez à contacter les membres de votre cluster et même un formateur, des formateurs, message trainer, pourquoi pas. La troisième étape, c'est la gestion du temps. Après le découpage précis, il faut ensuite s'intéresser à la gestion du temps. À cette étape, voici les actions que vous pouvez mener. Placez sur le calendrier des vacances les périodes ou semaines hors cours, par exemple la semaine de la jeunesse, ou les événements locaux et manifestations prévues qui peuvent jouer sur votre enseignement. Examen blanc, fêtes traditionnelles liées à votre localité, etc. Pensez à laisser une marge de manœuvre suffisante, je veux dire, pour tenir compte d'aléas possibles. En général, 1 à 200 par trimestre, pour un aussi de 20%. Comparez la durée prévue ou recommandée dans le référentiel avec la durée réelle en utilisant les heures d'intervention possibles et au besoin utiliser une règle de 3 pour appliquer un coefficient de réduction à l'ensemble si le cas est courant. Procéder à fond au découpage effectif du programme. D'abord en grande période, puis en affinant la répartition interne des points abordés. Organiser les thèmes de manière chronologique à compter de la première semaine de l'année scolaire. Passons maintenant à l'étape 4, c'est-à-dire la construction de la progression. Le découpage, le temps ayant été pris en compte, il est temps de passer à la construction effective de la progression. Voici les actions que vous pouvez mener à cette étape. Intégrer les évaluations dans votre programme. Il est important de spécifier la forme, la durée, la fréquence de chaque évaluation. Il va donner communiquer aux élèves. Vérifiez que vous traitez l'ensemble du programme. Préparez ensuite aussi efficacement le contenu de chacune de vos interventions, d'étape par séquence, en fonction de la progression. Il est important de garder en esprit que le projet n'est pas fixe. L'actualisation des données et d'éventuelles opportunités peuvent vous obliger à vous adapter. Identifier le matériel et les ressources didactiques nécessaires à chaque module ou à chaque thème. L'étape 5 maintenant, l'adaptation en cours d'année. À la fin de l'étape précédente, vous aurez nécessairement un projet pédagogique. Cependant, un projet pédagogique peut évoluer en cours d'année. Et c'est pour ça que nous vous suggérons l'étape précédente. Voici les actions que vous pouvez y mener. Suivre autant que possible la progression prévue. Contrôler son déroulement au fur et à mesure de l'année pour rattraper au plus vite d'éventuels retards. Adapter si nécessaire, sans perdre de vue votre objectif principal. On va traiter l'ensemble du programme pour la réussite de vos élèves en mathématiques. Rappelez-vous, en toutes circonstances, la progression est un guide de travail flexible et évolutif, adapté à la classe, à son rythme pour mieux réussir ensemble. L'étape 6 maintenant, c'est-à-dire l'année suivante. La répétition étant la mère des enseignements. Vous l'avez deviné, il faut recommencer. Pas en modifiant les dates sur les précédents projets pédagogiques,
ou en changeant le nom de l'enseignant à l'entête du projet, comme on le voit faire dans beaucoup d'autres établissements, mais en tenant compte de l'année passée et des nouvelles données, durée de certaines séances à revoir, modification éventuelle des évaluations, difficulté des élèves sur certains points, mise à jour ou rénovation des programmes à prendre en compte. En tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez dépasser la présentation fantasmatique, la maîtrise totale des contenus du temps et de l'espace, pour passer à une logique d'ajustement et de régulation a posteriori de l'exercice de conception d'un projet pédagogique. En effet, chaque année scolaire, prenez votre projet pédagogique comme une hypothèse de travail que vous allez soumettre à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve du temps aussi, de la pratique. Ensuite, il vous faut analyser les résultats afin de tirer des leçons pour réguler votre pratique, ce qui permettra d'améliorer vos projets pédagogiques futurs. Pour approfondir cette partie, je vous invite à consulter les canevas et des projets pédagogiques disponibles au niveau des compléments de cours de cette unité de formation. Parlons maintenant de la progression ou de la fiche de progression. C'est un plan de travail. Afin de faciliter le suivi effectif du projet pédagogique, on a recours à cette précieux instrument. C'est un document qui synthétise le contenu de votre projet pédagogique. Il présente l'enseignement prévu dans la classe concernée en unité de cours hebdomadaire pour chaque semaine. Il est important de préciser en outre les périodes d'évaluation des élèves. Grâce au plan de travail, vos collaborateurs et vous pouvez apprécier et évaluer les progrès réalisés dans les activités planifiées au niveau du projet pédagogique. En conclusion, pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de mathématiques, il est nécessaire de les planifier à l'avance. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, soucieux de la réussite de ses élèves, vous devez identifier les ressources nécessaires à cette planification, car on reconnaît les bons enseignants par la qualité de ces outils de planification. Par ailleurs, au-delà de cette identification, vous devez discerner le rôle de chaque ressource et surtout savoir comment l'utiliser. Et comme vous le savez, c'est réunir un début, rester ensemble et un progrès, travailler ensemble et la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées, suggestions et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TCP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul on va plus vite et ensemble on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.